Je remercie Jean-Claude d'avoir fait un tour un petit peu de l'état de l'art de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement utile et j'aurais été bien incapable de le faire puisque le regard que je pose dans l'observatoire que je dirige, c'est un regard sur les usages. Et donc c'est un regard un peu sociologique, un peu consterné parfois, en tout cas toujours assez candide, en me disant finalement l'innovation technologique telle qu'on me la propose, qu'elle aille jusqu'à l'intelligence artificielle que moi j'appelle plutôt intelligence numérique jusqu'à maintenant pour éviter la confusion. Toutes ces technologies, elles me proposent de les utiliser de différentes manières et finalement ces usages transforment peu à peu la manière dont on vit en relation les uns avec les autres, dont on vit en relation avec les élites, avec les sachants, avec ceux qui nous gouvernent, avec ceux qui nous soignent, avec ceux qui nous informent, et puis aussi modifie finalement les liens que j'ai avec mes fournisseurs. Quand je suis un client, eh bien, je ne suis plus tout à fait le même client grâce au numérique, je n'ai plus tout à fait le même pouvoir et la même posture face à mes fournisseurs, à mes distributeurs, grâce au numérique qui me permet de capter de l'information, de réagir, de prendre la parole et de m'inscrire dans une communauté pour pouvoir agir face à ces institutions. Je remercie beaucoup aussi Judith de nous avoir projetés dans un avenir qui est un avenir tout à fait plausible. Bon, alors moi, personnellement, il m'angoisse, mais il est tout à fait plausible et c'est la raison pour laquelle je vous propose de me suivre sur un sujet ici qui est le sujet de l'art et de la culture, mais on aurait pu évidemment mettre les deux pieds dans le plat dans des sujets qui vous sont chers, qui sont ceux de la santé ou du management et de l'organisation d'une entreprise, ou sur finalement n'importe quel sujet qui préoccupe un individu à titre privé ou professionnel, parce que réfléchir aujourd'hui à ce que nous faisons de la technologie, ce à quoi nous l'employons et comment nous vivons avec elle, va peut-être nous permettre d'écrire un avenir qui sera soit très proche de Pandore ou Pandora, ou, soit tout à fait à l'inverse, à l'opposé. Et je vous laisse imaginer celui que vous aimeriez bien vivre demain. Alors, le sujet était finalement l'intrusion du numérique, de l'intelligence numérique, de l'intelligence artificielle dans la culture. Quel est-il? C'est intéressant parce qu'en s'interrogeant sur le statut de l'artiste, sur est-ce que le numérique, est-ce qu'un algorithme est un artiste, finalement, on ne fait que s'interroger sur nous-mêmes. On considère que l'homme est l'espèce sur la planète qui est douée d'un sens artistique. On considère qu'on est les seuls à être doués de ça. Et puis finalement, on voit poindre quelque chose qu'on a nous-mêmes en plus développé et qui serait bien capable finalement d'être tout aussi créatif que nous, peut-être. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Vous voyez, je ne suis pas une intelligence artificielle. Ah, vers le bas. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour du côté de Terminator en vous proposant cette citation de Sarah Connor, pour ceux qui connaissent ce film, qui est l'une des protagonistes poursuivies par Terminator. Il y a des choses que les machines ne pourront jamais faire. Elles ne peuvent apprécier la beauté ou créer de l'art. Alors, est-ce que cette définition, ce point de vue qui a été écrit dans les premiers scénarios de Terminator, il y a déjà fort longtemps, est toujours valable à l'heure où le numérique se trouve absolument partout, se propose à nous en toutes circonstances, se propose à tout le monde et de bien des manières différentes, notamment dans l'art. Et finalement, si on regarde un petit peu ce qui nous est proposé dans le domaine culturel, on voit qu'il y a des logiciels qui ne sont pas tout jeunes, qui proposent à n'importe qui, entre guillemets, de devenir un musicien et de pouvoir utiliser un logiciel pour composer un morceau de musique et savoir maîtriser une diversité d'instruments. On voit ici un développement robotique au Japon qui propose ce petit robot que vous voyez apparaître, qui parcourt les plages japonaises et qui va, au gré de son inspiration tout à fait autonome, composer des haïkus éphémères, puisqu'ils sont voués à disparaître avec le ressac de la mer. Et puis, il y a quelques mois, on a vu chez Christie's un tableau qui a atteint une valeur de 432 500 $. Ce tableau avait été peint
par un algorithme. Cet algorithme avait été développé par le collectif Obvious. C'est le portrait d'Edmond Bellamy. Est-ce que le fait que cette peinture ait atteint ce tel niveau de prix et donc soit reconnue par les marchands d'art suffisamment désirable pour atteindre ce prix-là, est-ce que ça suffit pour finalement se dire que ça y est, les algorithmes et l'intelligence numérique est véritablement une artiste? Alors, c'est une question fondamentale parce que finalement, quand on répond à cette question-là, on pourrait tout à fait la remplacer par est-ce que l'intelligence artificielle sera médecin demain? Est-ce qu'elle sera manager? Est-ce qu'elle sera trader? Est-ce qu'elle sera ouvrière? Est-ce qu'elle sera finalement, comme l'évoquait Judith tout à l'heure, présent dans tous nos champs de compétences, capable d'opérer toutes nos capacités et peut-être bien plus encore? Ce qui est certain, et Jean-Claude y a fait allusion également, le numérique dans la société aujourd'hui est tout autant envisagé comme quelque chose de magique que comme quelque chose de dystopique, c'est-à-dire capable de produire un avenir qui est tout à fait terrible et angoissant. Et donc, chacun d'entre nous, même un même individu oscille en permanence entre je suis un fan de ces usages numériques, je suis un enthousiaste de ces usages numériques. Après tout, on est tous accros à nos smartphones, on a tous adoré d'avoir accès à Internet et à la multitude d'informations gratuites qui nous étaient proposées. On utilise des voitures de plus en plus intelligentes auxquelles on délègue le soin de freiner ou de se garer. C'est finalement assez formidable. Et puis, en même temps, comme on prête à cette IA des compétences bien supérieures aux nôtres, à tort ou à raison, tout ceci est extrêmement angoissant pour de multiples raisons, je ne reviens pas dessus. Alors, l'art dans tout ça, l'IA, l'intelligence numérique dans l'art, où vient-elle se loger? Alors, je vous propose de me suivre dans certains exemples pour essayer de comprendre à quoi est utilisé le numérique aujourd'hui dans la culture et dans l'art. Et faire ce voyage dans le monde artistique, ça permet de se demander si on peut dire que l'étincelle créative qu'on ne s'explique pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à expliquer pourquoi telle personne est créative, pourquoi telle personne a un don artistique au-delà de la virtuosité qu'il peut avoir à l'usage d'un outil. Et donc, cette étincelle créative est-elle le propre de l'homme? On essaye de se définir depuis des millénaires en s'opposant à l'animal. Aujourd'hui, on essaye de se définir en s'opposant à la machine. Finalement, si cette machine nous rattrape, y compris sur notre champ créatif, eh bien, c'est assez inquiétant. La création, on va pouvoir l'automatiser? Est-ce qu'on va pouvoir l'algorithmer? Est-ce qu'on va pouvoir la coder pour la reproduire et pour finalement la voir se développer au sein d'un monde qui n'est pas le nôtre? Finalement, en se posant toute cette question, est-ce qu'on considère que l'art est encore le terrain de jeu de l'humain, qu'il est vraiment ce qui le définit, ce qui le différencie des autres espèces, qu'elles soient organiques ou qu'elles soient numériques? C'est un peu ce qu'on croit en ce moment. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions autour de l'éducation, autour de la formation, autour des compétences à acquérir, que ce soit à l'école ou que ce soit dans le monde professionnel. J'imagine évidemment que vous vous posez ces questions tous les jours dans vos métiers respectifs. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent au fait que si demain on aura de moins en moins à apprendre des techniques, parce que ces techniques, elles sont disponibles dans le réseau numérique et donc elles nous seront connectées quand on nous aurons besoin. Par exemple, typiquement, est-ce qu'on aura encore besoin d'apprendre les langues étrangères demain ? Est-ce qu'on aura encore besoin d'apprendre à lire une radio demain, alors qu'une intelligence numérique pourra la lire mieux que nous? Et donc, on se dit que c'est important chez l'homme de développer sa fibre artistique, son intention créative, tout ce qu'on appelle les soft skills. Et si l'IA est capable de faire une intrusion majeure sur ses compétences artistiques et créatives, finalement, on peut se poser la question de ce qu'il nous restera. Le constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est numérique est un outil de plus qui est utilisé par le monde artistique. Et le monde artistique a de tout temps utilisé des outils nouveaux. Il n'y a pas très longtemps, on regardait l'appareil photo
comme étant un outil extrêmement bizarre qui n'avait rien à voir avec l'art. Et pourtant, aujourd'hui, évidemment, personne n'irait dire que la photographie ne fait pas partie d'un des arts majeurs. Idem, évidemment, pour le cinéma. Et finalement, le monde du numérique pourrait être demain l'un des énièmes arts, l'un des énièmes territoires d'expression artistique que les artistes prendraient en main. Et donc, finalement, qu'est-ce que le numérique permet à nos artistes? Alors, la première chose, c'est qu'il permet aux artistes d'explorer de nouveaux territoires. Et donc là, j'ai pris un exemple qui se situe dans le monde de la réalité virtuelle. Vous êtes le spectateur de ce geste artistique, vous avez chaussé un masque de réalité virtuelle pour pouvoir le regarder. L'artiste lui-même a un masque de réalité virtuelle, un pinceau numérique, et son art prend forme et prend vie dans la dimension virtuelle. On voit là que l'artiste, finalement, ajoute un territoire supplémentaire à son arc. L'artiste, grâce au numérique, peut explorer une expression de son art qui est beaucoup plus interactive. Alors ça, on le voit par exemple sur Netflix. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Netflix et si vous avez déjà regardé cette série. Cette série, elle vous propose eh bien, d'être co-auteur, d'être co-scénariste de l'histoire en permettant, grâce au numérique, d'intervenir dans le scénario en exprimant vos propres choix. Et ça, évidemment, on le voit, y compris sur des œuvres majeures de happening. Par exemple, ici, nous sommes à la Villette. Le spectateur est immergé dans une œuvre d'art qui va interagir avec lui, qui va se modifier, qui va s'animer avec sa présence, et ici, en l'occurrence, en plus, une présence collective. Donc, finalement, l'art qui nous est proposé avec des technologies numériques est un art un peu plus vivant, qui demain pourra capter non seulement votre présence, comme ici, la présence d'un individu dans cette pièce actionne la pluie, mais en plus, eh bien, cet écosystème pourra capter vos émotions, capter vos intentions, capter votre activité cérébrale et donc modifier l'œuvre d'art en fonction de qui vous êtes et des sentiments que vous vivez. Grâce toujours au numérique, l'artiste explore des nouveaux sujets. Et évidemment, un sujet majeur qui intéresse les artistes aujourd'hui, c'est le numérique lui-même, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle elle-même, en étant d'ailleurs plus ou moins questionnant sur le sujet. Ici, Artefact, c'est une pièce dont les acteurs ont été remplacés par des robots. Et cette pièce a pour propos d'interroger le spectateur sur la place du robot et la place de l'homme eh bien, dans nos vies de tous les jours, dans nos métiers demain, dans notre société. Jusqu'où allons-nous aller? Jusqu'où allons-nous accepter d'être remplacés par des robots? Ici, une autre réflexion autour de l'art, c'est un collectif qui s'interroge sur la data, sur la production d'informations qui prolifèrent en permanence et qui a eh bien, édité une encyclopédie papier pour parler de tous ces sites Internet qui ne sont pas référencés sur le web parce qu'ils en sont exclus. Cette encyclopédie fait 13 volumes, donc vous imaginez le nombre de sites qui ne sont pas représentés sur le web, pas accessibles sur le web. Et puis ici, nous sommes au Japon, c'est un collectif de peintres qui s'est amusé à défier une intelligence numérique de reconnaissance faciale. L'idée était de produire un portrait humain, un visage humain, qu'un spectateur humain pourrait reconnaître, mais qu'une intelligence numérique de reconnaissance d'image ne pourrait pas reconnaître comme étant humaine. Et donc là, on voit bien que l'artiste joue entre cette compétition que nous propose le monde du numérique, la compétition entre l'homme et la machine, qui est le plus compétent demain pour répondre à telle ou telle question. Et puis, évidemment, avec le numérique, tout comme on propose aux individus, aux citoyens, aux collaborateurs de s'augmenter de complices numériques pour mieux travailler, prendre de meilleures décisions, adopter un meilleur comportement, eh bien, l'artiste aussi s'augmente de faits numériques. Ici, par exemple, en confiant le soin de dessiner un graphe sur le mur à un robot, évidemment, c'est l'artiste qui a codé le robot pour qu'il exécute ce dessin. Et puis ici, plus étonnant encore, un musicien, un batteur,
qui s'est adjoint un bras robotique pour manipuler 3 baguettes et non pas 2, et pour pouvoir peut-être nous interroger sur cette course à l'efficacité que l'on demande sans cesse à notre collaboration et notre augmentation avec le robot. Donc, dans tous ces illustrations que je vous ai proposées, on voit que l'homme est finalement très présent. Et que même si, comme tout à l'heure, on confie à un robot le soin de dessiner tout seul, sans que l'homme n'intervienne, il est malgré tout à l'initiative du code, il est malgré tout à l'initiative de la data, et il est avant toute chose à l'initiative de l'objectif qu'il va donner à ce robot artiste. Et donc ici, nous sommes à un concert symphonique, et vous voyez qu'en lieu et place du maestro humain, il y a un robot. Ce robot s'appelle Yumi, et il a été entraîné pour être un virtuose capable de diriger un orchestre symphonique. Comment est-ce qu'il a été éduqué ? Parce qu'il a été nourri des données d'un maestro en particulier qu'il va simplement imiter, et donc il va pouvoir le remplacer. Mais on n'est pas ici dans un robot artiste, on est dans un robot virtuose, un robot qui est juste éduqué par un artiste. Ici, The Next Rembrandt, c'est une initiative belge qui propose de peindre une toile tout à fait inédite de Rembrandt. L'idée, c'est que Rembrandt étant mort, bien évidemment, le prochain Rembrandt sera un algorithme. Et donc cet algorithme a lui aussi été éduqué pour peindre à la manière de Rembrandt. Ce n'est pas tout à fait nouveau, hein. Rembrandt, il avait une école. Rembrandt, il avait des disciples à qui il apprenait sa technique et qui étaient capables de peindre comme le maître peignait. Et donc là, c'est exactement la même chose. Cet algorithme, est-ce qu'il est artiste ou pas ? Est-ce qu'il est simplement virtuose ? Est-ce qu'il est simplement un énième élève de ce maître capable de produire un tableau tout à fait inédit à la manière de Rembrandt. Et puis ici, nous avons la complicité entre une intelligence artificielle et un artiste. Cette intelligence artificielle va produire des tableaux, en l'occurrence ici des crânes humains. Elle va en produire à l'infini. Elle pourrait ne jamais s'arrêter de produire, et c'est l'artiste qui va regarder toute cette production autonome faite par l'algorithme et qui va choisir quels sont les tableaux qu'il sélectionne et qu'il juge de bonne facture. Donc finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que non seulement derrière ces intelligences numériques, il y a un homme, et qu'en plus, ces intelligences numériques sont des outils, un outil de plus à la disposition du monde de l'art. Alors évidemment, cet outil, il pourrait être assimilé à un pinceau, à un archer, à un marteau. Simplement, il n'est pas tout à fait comme un outil, comme un marteau, comme un pinceau, parce qu'il embarque avec lui une intelligence qui lui est propre. Un marteau, finalement, il est mu par la volonté de son usager. Donc on pourrait dire que l'intelligence de celui qui manie le marteau transmet son intelligence à ce marteau en question. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on nous propose de travailler, on nous propose de créer avec un outil qui est capable d'embarquer sa propre intelligence. Et cette intelligence peut être distincte de son usager, parce que cette intelligence, elle a pu être développée, elle a pu être codée, elle a pu être éduquée par quelqu'un de différent de celui de son usager. Et je vous invite à penser à ça et à le traduire avec vos propres mots dans vos métiers. C'est extrêmement perturbant de se dire que demain, nous allons devoir vivre, collaborer, que nous allons être guidés, conseillés, coachés par des outils numériques qui ont une intelligence tout à fait distincte de la nôtre. Et donc, on peut voir que, finalement, ces intelligences prennent quelques libertés. Ici, c'est un algorithme qui est capable de créer des vidéos tout à fait réalistes. Là, il s'agit d'Obama, mais ça peut être n'importe qui d'entre nous dans cette salle, qui, avec votre visage, avec votre voix, avec votre phrasé, avec votre comportement, vous allez vous retrouver sur une vidéo à dire des choses
que vous n'avez jamais prononcé et que vous n'avez peut-être même jamais pensé. Ici, c'est un autre algorithme qui se propose d'écrire des textes dont ils disent que vous ne serez tout à fait incapable de savoir s'ils ont été produits par un humain ou par un algorithme. On voit là évidemment que l'enjeu majeur est un enjeu de confusion extrême entre ce qui vient de la machine et ce qui vient de l'homme. Et évidemment ça nourrit la dystopie que l'on peut envisager pour notre avenir demain. Alors, quelle volonté anime l'IA? Dans tout ce que je viens de vous présenter, c'est la volonté humaine encore qui anime l'IA. Même quand l'IA est un outil, elle a été programmée par un humain. Mais on voit que, et d'ailleurs on le voit là par exemple, ici c'est un logiciel qui est capable de produire de la musique. Ce logiciel a été nourri par toute la discographie des Beatles et de la pop musique anglaise, et donc il produit un ersatz de Beatles que je vous laisse le soin d'apprécier ou pas. Ici nous sommes au Japon, alors on a demandé à un algorithme de produire au kilomètre des romans de gare, des romans populaires. Et comment? En le nourrissant d'une quantité astronomique de romans de ce type. Et donc, maintenant, il est capable d'en produire de nouveaux. De la même manière, ici, Watson s'est amusé à produire une bande-annonce pour un film, ce film, Morgane. Et cette bande-annonce, elle est censée être extrêmement appétante pour le spectateur parce que l'intelligence numérique a été nourrie de bandes-annonces qui ont connu beaucoup de succès. Donc, on voit bien que la volonté derrière, l'objectif assigné à ce numérique est profondément humain. Et pourtant, quand on regarde Shimon, c'est un robot qui est capable de jouer du marimba. Le marimba, c'est comme un xylophone un peu simplifié. Et ce robot n'est pas qu'un virtuose du marimba, puisqu'il commence à composer des morceaux de musique totalement inédits. Donc là, on peut commencer légitimement à se poser la question d'un robot qui serait artiste et qui serait capable de produire quelque chose de tout à fait inconnu. Ou ici, par exemple, c'est un essaim de mini-robots qui ont pour tâche de peindre, de dessiner une œuvre d'art. Et ce sont ces robots, cet essaim de robots, qui vont décider quand ils veulent mettre un point final à leur œuvre d'art. Et donc, c'est eux qui se disent, finalement, voilà, mon chef-d'œuvre est terminé, j'arrête et je propose cette œuvre d'art aux spectateurs. Donc là encore, on voit qu'il y a une prise d'autonomie un petit peu plus importante que les illustrations que je faisais précédemment. Donc, la question à laquelle je n'ai pas répondu, comme vous l'aurez remarqué, celle-ci, est-ce que demain, l'intelligence artificielle deviendra une véritable artiste? Est-ce qu'elle sera dotée d'un génie révolutionnaire, d'un génie subversif, d'un génie transgressif par rapport notamment à son code et surtout d'un génie qui n'appartient qu'à elle et qui n'appartient pas à son géniteur? Est-ce que c'est le cas quand on regarde par exemple ces efforts qui sont menés par Deep Dream, qui propose comme ça des peintures que je vous laisse dont je vous laisse prendre connaissance, et puis c'est à vous de dire si vous les aimez ou si vous ne les aimez pas. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce qui est produit que ce n'est pas de l'art, mais à quel moment est-ce que cela devient de l'art? Là, en tout cas, ce sont des tableaux qui n'existaient pas avant. Et puis ici, une autre illustration d'une intelligence numérique qui est capable de créer un courant de peinture qui, là non plus, n'existe pas encore. Et donc, est-ce que là, on commence à toucher du doigt la fibre artistique, la compétence artistique? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'on va décréter que les algorithmes sont capables d'être des artistes? Alors, j'ai pris cette phrase qui a été donnée par Nicoletta Kerinska, qui est un docteur en sciences de l'art à l'Université de Paris, et qui, elle, met un point final au questionnement que je vous ai donné, puisqu'elle dit que l'artiste humain a conscience qu'il opère dans un but créatif et conceptuel, et que l'intelligence numérique est incapable de cela, et que c'est peut-être la raison qui mettra un point final au débat, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, nos intelligences numériques n'ont pas de conscience et n'ont pas de but en dehors de celui qui leur est assigné par leur algorithme. Et pourtant, on a très récemment, dans un laboratoire américain, vu la naissance d'un robot. Alors,
à savoir si c'est ça la conscience ou pas. Je laisserai les experts en débattre. Ce robot, il a été développé et on ne lui a pas expliqué à quoi il ressemblait et à quoi il pourrait servir. C'est à lui de le découvrir tout seul en expérimentant tout un tas de choses. Et donc, au bout de quelques heures, je ne saurais pas dire comment ni pourquoi, je ne sais même pas dire si c'est vrai ou pas, ce robot a décrété que c'était un robot qui avait plusieurs bras et que ces bras pouvaient servir à telle ou telle chose. Donc là, est-ce qu'on commence à voir apparaître les prémices d'une certaine forme de conscience de soi, hein, de la même manière qu'on se demande si un animal qui se regarde dans le miroir est capable de comprendre qui il est, à quoi il ressemble et à quoi il peut bien servir. Eh bien là, est-ce qu'on est au début d'une histoire comme celle-ci? On a vu qu'on avait une intelligence numérique qui était plus un copycat de nos artistes qu'un véritable artiste. On a vu qu'elle pouvait être virtuose. On se pose la question de son degré de conscience, hein, qui peut-être l'amènerait à être un artiste demain. Est-elle déjà artiste ou pas? Je crois qu'il faudra encore de nombreuses années pour débattre autour de ce sujet qui, je l'espère, vous permettra peut-être de faire des liens avec vos professions, avec vos environnements professionnels, avec vos compétences, avec vos transformations numériques demain, puisque finalement, encore une fois, là, on interroge l'artiste, mais on peut interroger n'importe quel métier, n'importe quelle situation, n'importe quel secteur. Finalement, la question est toujours la même. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions ou des réactions,